Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez là? Oui, monsieur. Merci. Donc on peut commencer, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, ça sera notre cours sur le pipelining ou chaîne de traitement. D'accord? Euh, D'abord, on va revoir quelque chose la dernière fois. Donc la dernière fois, en fait, on a fait le chemin de données. Donc on a fait l'unité, par exemple, pour la lecture depuis la mémoire, pour les instructions. Ensuite, on a regardé comment l'instruction est décodée pour qu'une partie aille dans le banque de registre. Ensuite, la partie où on calcule dans l'URL, la partie pour récupérer les données depuis la mémoire, dans le cas où c'est une instruction de lecture depuis la mémoire, par exemple, ou une écriture, si on veut écrire. Et enfin, la dernière partie où on écrit dans le registre, dans le cas où c'est une instruction qui permet d'écrire quelque chose dans le registre, comme pour les instructions de type R ou par exemple pour load word ou d'autres instructions dans ce sens-là. Alors, le chemin que vous avez ici, il est tronqué. Donc, il y a la partie pour le calcul du branchement et la partie de calcul du PC qui n'est pas visible. D'accord? Tout simplement parce que je ne peux pas tout mettre dans le slide. Et on va se contenter seulement de cette partie-là, en fait, où il y a enfin, quelque chose qui ressemble plus à une sorte de chaîne, s'il vous plaît. Si vous voulez. Alors, pour l'instruction LW, d'accord? L'instruction LW qui permet de lire un mot depuis la mémoire. On a vu que la première instruction, c'était de lire quelque chose depuis la mémoire. Donc, il y a le PC qui donne l'adresse à ce bloc de mémoire d'instruction. Et ensuite, on a l'instruction qui va sortir à ce niveau-là. Donc, cette partie a un nom. Et ce nom-là, en fait, en anglais, c'est instruction fetch. Et, ou tout simplement, on peut représenter cela avec deux lettres seulement, IF. D'accord? C'est la partie recherche de l'instruction. Au début du cours de l'architecture, il y a enfin juste une ou deux semaines quand on a commencé, je vous ai montré au fait qu'on faisait un cycle d'exécution des instructions. Il y a partie fetch, partie décodage et partie exécution et ainsi de suite. Le schéma que je vous ai montré à l'époque, c'était pour quelque chose qui est standard, donc dans le sens où ça correspond presque à tous les processeurs qui existent dans le marché. Aujourd'hui, nous sommes en train de regarder quelque chose de spécifique, quelque chose qui est propre au mix, d'accord? Donc, la première partie, donc quand on récupère l'instruction depuis la mémoire d'instruction, ça a un nom. Et ce nom-là, en fait, c'est tout simplement instruction fetch, d'accord? Et c'est cette unité-là qui permet de faire cette étape de l'exécution de l'instruction. Ensuite, nous avons vu que, par exemple, pour LW, on récupère le registre RS, donc le premier registre là où il y a l'adresse, ça va être à ce niveau-là, et on va avoir la constante qu'on va ajouter à ce registre-là, donc à ce niveau-là, d'accord? Et puis, nous avons la partie où on va écrire, ça sera à ce niveau-là, mais l'écriture ne va pas se passer au moment, à ce stade. L'écriture ne va être faite qu'une fois avoir récupéré la donnée depuis cette étape-là. D'accord? Mais le problème, c'est que, OK, nous avons cette instruction. Maintenant, pour comprendre que c'est une instruction LW, il faut la décoder. Nous avons notre décodeur. Le décodeur, il y a le opcode et la fonction qui vont être en entrée, et ensuite tous les signaux de sortie qui vont être regdest, regwrite, source, hop, et tout cela qui vont sortir de ce décodeur-là. Donc nous avons notre décodeur qui va tout simplement découper l'instruction et identifier quel genre de signaux on a besoin pour l'instruction LW. Et en même temps, ce décodeur-là, il va identifier les registres, par exemple, qu'on va utiliser dans le cas
de LW. Donc, cette partie-là, cette deuxième partie, a aussi un nom, et ça s'appelle décodage de l'instruction en français, ou bien instruction decode en anglais, et c'est représenté avec 2 lettres, ID. D'accord? Pareil, une fois avoir récupéré notre donnée, le registre RS dans le cas de LW, et la constante qu'on va ajouter à cette valeur-là, donc automatiquement, bien sûr, peut-être que vous avez deviné, c'est qu'on va faire cette addition au niveau de l'UAL. Parce que pour l'instruction LW, c'est le registre RS qui contient une adresse. On lui ajoute la constante récupérée à ce niveau-là. Et ça, en fait, cette troisième étape a aussi un nom qu'on appelle l'étape de l'exécution. D'accord? Où on est en train de faire du calcul, en réalité, de l'UAL, dans l'UAL. Quand on fait du calcul ou des opérations logiques, ça s'appelle étape de l'exécution. En anglais, c'est execute, et c'est aussi représenté par 2 lettres EX. Ensuite, pour LW, donc une fois qu'on ait calculé l'adresse où on veut lire depuis la mémoire, donc cette adresse-là, elle va être transmise à la mémoire de données, à ce niveau-là. Et le résultat, la donnée lue, va être récupérée à cette sortie pour qu'ensuite elle est transmise au banque de registre pour l'écriture. D'accord? Alors, cette quatrième étape a aussi un nom et ça s'appelle tout simplement Data Memory Access ou même pour dire que j'accède à la mémoire des données. Alors, une nuance ici, nous avons instruction memory, donc instruction memory. Ça, c'est quand on accède à la mémoire, mais pour lire des instructions. D'accord? Et ça s'appelle instruction fetch. D'accord? Par contre, quand on accède à la mémoire pour lire ou écrire une donnée, ça s'appelle Data Memory Access. Dans les deux, au fait, c'est un accès à la mémoire. Mais dans le premier, c'est Instruction Fetch, on récupère une instruction, d'accord? Et dans le deuxième, c'est vous avez une data, une donnée, d'accord? Que vous récupérez depuis la mémoire ou que vous inscrivez dans la mémoire. Donc, si c'est par exemple un SW, c'est une écriture dans la mémoire. Et cette partie-là, donc la quatrième étape, ça s'appelle Data Memory Access et représenté avec 3 lettres même. Enfin, pour LW, la donnée qu'on récupère est inscrite dans le banque de registre. Et cette dernière étape, en anglais, ça s'appelle write back. Donc, en fait, on inscrit, on écrit dans le banque de registre la donnée qu'on a récupérée à cette sortie du multiplexeur. D'accord? Parce que à ce niveau-là, il se peut aussi que ce soit directement la sortie de l'URL et non pas la data memory. D'accord? Mais c'est pareil, ça sera toujours un write back parce que peu importe si la donnée arrive du data memory ou de l'URL, dans les deux cas, on veut écrire cette donnée-là dans le banque de registre. Donc, la dernière étape, ça fait l'inscription ou l'écriture d'une donnée dans le banque de registre et ça s'appelle write back en anglais et c'est représenté avec 2 lettres WP. Donc, en gros, ce que vous avez, 5 étapes pour une exécution d'une instruction comme par exemple LW. D'accord? Vous avez la recherche de l'instruction, instruction fetch. Ensuite, vous avez la partie décodage avec le décodeur ici que vous ne voyez pas. D'accord? Une troisième étape, ce sera l'exécution. Quand on parle de l'exécution, c'est parce que par rapport à l'utilisation de l'URL. La quatrième étape, c'est quand on écrit dans la mémoire ou quand on lit depuis la mémoire de données. Et la cinquième étape, c'est quand on écrit le résultat dans le banque de registre et on appelle ça le write back. Donc, vous avez 5 étapes. Alors maintenant, peut-être vous avez dit, quand on a fait le cours la dernière fois, ça dépend des instructions qu'on est en train de faire. Et pas toutes les instructions vont utiliser toutes les étapes. Par exemple, pour l'instruction de branch, if equal, quand on compare deux registres,
et on veut faire un saut, on n'utilise pas l'étape même ou l'étape WB parce que l'instruction BEC ne va pas lire depuis la mémoire, ne va pas écrire dans la mémoire des données, ne va pas non plus écrire dans le banc de registre. Donc, ces deux étapes-là ne sont pas utilisées pour BEC. Pour les instructions de type R, par contre, on fait tout simplement l'instruction fetch, on fait le décodage, on l'exécute, donc on utilise l'URL, d'accord? On utilise le banc de registre. L'instruction fetch, c'est normal, sinon on n'aura pas d'instruction. Par contre, on n'utilise pas la partie même. Donc, on n'écrit pas dans la mémoire, on ne lit pas depuis la mémoire. Par contre, on écrit dans le banc de registre. D'accord? Donc, cette partie, donc pour les instructions de type R, seule la partie accès à la mémoire qui n'existe pas. Pour l'instruction ADI, donc c'est une instruction de type I, elle ressemble aux instructions de type R. D'accord? Aussi, il y a la partie accès à la mémoire qui n'existe pas. Par contre, pour les instructions LW, SW qui sont aussi de type I, vous avez LW qui utilise toutes les étapes, donc IF, ID, EX, même EWB. Par contre, SW, elle n'utilise pas le write back. Elle n'utilise pas le write back, mais elle accède à la mémoire. Donc, pour SW, on accède à la mémoire pour l'écriture. Donc, on écrit quelque chose dans la mémoire. Donc, vous avez votre circuit qui contient, dans un sens, 5 étapes, mais ces 5 étapes-là, au fait, en réalité, ne sont pas toutes utilisées par vos instructions, d'accord? Par toutes les instructions. Donc, il y a des instructions qui utilisent toutes les étapes comme LW, et d'ailleurs, c'est la seule, LW, LB, LH. Donc, ce sont les 3 instructions qui utilisent les 5 étapes. Ensuite, vous avez d'autres instructions qui n'utilisent pas forcément les 5 autres étapes. Alors, maintenant, considérons un programme qui ne contient, par exemple, des instructions au début, ensuite des instructions plus tard, et supposons par exemple que nous avons des instructions avec LW qui se suivent dans ce sens-là. D'accord? Vous avez 4 instructions LW. Alors forcément, chaque instruction LW va prendre 5 étapes. Celle qui vient après, en bleu, elle va prendre 5 étapes. Encore une fois, la troisième en rouge, elle va prendre 5 étapes. La quatrième, elle va prendre 5 étapes. D'accord? Donc, vous avez 5 étapes fois 4, si vous voulez. D'accord? Donc, les instructions, quand elles s'exécutent dans votre processeur, dans un processeur très simple, d'accord? Les instructions s'exécutent d'une manière successive, l'une après l'autre. L'idée, et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui dans le cours, c'est comment on va accélérer l'exécution de ces instructions-là. Comment on va faire de sorte que, si vous voulez, les instructions LW, les 4 instructions LW s'exécutent plus rapidement sur votre processeur. D'accord? Alors, avant de parler architecture des ordinateurs, on va faire un petit saut dans le sens, on va parler de quelque chose que normalement tout le monde connaît. D'accord? Une question de linge. Quand vous faites la lessive, d'accord? Bon, c'est particulièrement pour ceux qui vivent dans les résidences universitaires ou même ceux qui le font chez eux. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous avez votre linge sale. Généralement, vous allez faire 3 étapes, d'accord? La première, c'est que vous mettez votre linge sale dans la machine à laver. Ça va passer un temps, quelque chose comme 30 minutes pour le lavage. Ensuite, après le lavage, vous allez le mettre dans le sèche-linge, en fait, une machine à sécher. Alors maintenant, pour la machine à sécher, c'est vrai qu'ici en Algérie, c'est presque quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Donc, si vous avez quelque chose que vous avez lavé, donc certainement, généralement, vous allez sortir par exemple au balcon, au soleil, et ça va sécher à l'air de l'extérieur. Mais en réalité, particulièrement en Europe et en Occident en général, ils ont ce qu'on appelle des machines à sécher chez eux ou même dans les lavomatiques. D'accord? Et dans un sens, c'est interdit
d'étaler son linge dans les balcons. D'accord? Sauf qu'ici en Algérie, dans le tiers-monde, on le fait toujours. Mais bon, bref. Donc, vous avez deux machines. La première, c'est pour laver le linge. Et la deuxième, c'est pour sécher le linge après le lavage. Après avoir séché votre linge, donc ça va prendre quelque chose comme presque la même chose, 30 minutes ou 40 minutes même. La troisième étape, c'est repasser votre linge. Donc, généralement, quand on a un linge sale, on fait trois choses. La première, c'est de laver. La deuxième, le sécher. Et la troisième, le repasser. Et ensuite, bien sûr, le ranger dans votre armoire, dans votre placard, ou ce que vous voulez. Alors maintenant, quand vous avez quatre piles de linge, donc vous avez dans un sens trois bacs qui contiennent en fait, vous ne pouvez pas faire par exemple plusieurs lavages, enfin un seul lavage. Donc vous êtes obligé de découper votre linge par exemple en quatre piles ou en quatre bacs, d'accord? À ce moment-là, ce que vous allez faire? Vous allez faire dans un sens quatre opérations, donc quatre piles de linge. Donc en fait, vous allez faire, si vous voulez, un lavage, un séchage, repassage. Ensuite, la deuxième pile, lavage, séchage, repassage. La troisième, donc le troisième bac de linge, lavage, séchage, repassage. Et la même chose pour le quatrième. Donc, si chaque opération, par exemple, le lavage prend 30 minutes, le séchage 40 minutes et le repassage 20 minutes, donc au total, ça va vous prendre 6 heures pour faire 4 piles de linge. Alors, généralement, pour ceux qui vivent chez leurs parents, donc, ils ne voient pas ce problème, d'accord? 6 heures à passer quand on lave son linge, c'est un peu trop, je dirais, d'accord? Et vous allez particulièrement vivre cela si, par exemple, vous êtes en résidence universitaire ou pour ceux même qui vont peut-être décider de continuer à étudier à l'étranger. Et à ce moment-là, en fait, ils vont vivre dans les sites universitaires et ils seront obligés de faire leur propre linge, d'accord? Et non pas leur papa ou leur maman qui va faire leur linge pour eux. Et donc, passer 6 heures à laver son linge, c'est un peu beaucoup. Même si vous essayez de passer votre temps sur votre tablette, sur votre téléphone à voir YouTube, ça sera toujours ennuyeux de passer 6 heures à faire le linge, d'accord? Alors, l'idée, c'est comment on accélère cela, comment on réduit ce temps, si vous voulez, de lavage. Alors, normalement, vous avez deviné, vous pouvez commencer à laver votre deuxième linge, deuxième pile, au moment où vous commencez à sécher la première. Donc, une fois avoir terminé le lavage ici, vous n'êtes pas obligé d'attendre de sécher le linge et de le repasser pour commencer à laver le deuxième. Normalement, aussitôt que vous avez fini avec le premier, la première pile, vous pouvez commencer avec la deuxième. Donc, dans un sens, vous pouvez faire ceci. Donc, en même temps que vous séchez la première pile, vous commencez à laver la deuxième. Et en même temps que vous commencez, par exemple, à repasser la première, vous commencez à sécher la deuxième et laver la troisième, et ainsi de suite. Donc, si vous faites ces opérations-là en parallèle, le temps que ça va vous prendre maintenant, ça sera 3h30. Donc, c'est presque la moitié du temps. Donc, au lieu de passer 6 heures à faire votre linge, vous allez passer 3h30. Bon, c'est toujours un peu trop. 3h20 pour faire le linge, c'est beaucoup. Mais quand même, vous avez gagné presque la moitié du temps. D'accord? Donc, cette idée-là, on veut la reproduire dans notre processeur. L'idée, justement, c'est que nous avons des instructions qui vont exécuter 5 étapes du processeur. Donc, IF, ID, EX, même WB. La même chose pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Ce qu'on veut faire, c'est que la même chose, comme pour le linge, on va dans un sens empiler. Dans un sens, ce qu'on veut faire, c'est au même temps où on commence à décoder la première instruction, on va chercher la deuxième instruction. En même temps où on commence à exécuter la première, on décode donc la deuxième et on va chercher la troisième. Et la même chose pour le même, quand on commence par exemple à l'étape même, on veut décoder l'instruction, la deuxième instruction, on veut l'exécuter,
La troisième, on veut la décoder et on va chercher la quatrième. Et ainsi de suite. Donc l'idée, justement, c'est on veut modifier notre chemin de données parce que comme il est maintenant, ce n'est pas possible de faire ces étapes-là en parallèle. D'accord? L'idée, justement, on veut modifier ce chemin de données. On veut faire des choses dessus pour qu'on puisse décoder la première instruction et cette partie-là, par exemple, aille chercher la deuxième instruction. Et on veut modifier toujours notre chemin de données afin que l'étape de l'exécution, elle exécute la première instruction, l'étape de décodage, elle décode la deuxième, et l'étape de récupération fetch, elle va chercher la troisième instruction. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut changer notre chemin de données, le modifier pour qu'on puisse faire ces étapes-là en même temps. D'accord? Donc, en gros, si je fais cela avec les couleurs pour les 5 instructions LW, donc, ce que vous avez, au fait, en réalité, pour pouvoir faire cela, donc, il faut d'abord comprendre que votre processeur fonctionne avec une horloge. Et cette horloge-là, elle est cadencée avec des cycles, d'accord? Donc, normalement, vous avez dû voir les horloges là, enfin, en première année, j'espère, mais je ne sais pas. Donc, ce que vous avez, c'est que l'horloge, elle est cadencée en cycle. Donc, vous avez le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle de l'horloge, et ainsi de suite. À chaque cycle, il y a une étape de votre processeur qui va s'exécuter. Donc, par exemple, au premier cycle, c'est l'étape IF du processeur pour récupérer la première instruction. Au deuxième cycle, ce sera l'étape ID et IF en même temps qui vont, la première, elle va décoder la première instruction, ID va, enfin la deuxième étape de votre processeur, elle va décoder la première instruction et IF va chercher la deuxième instruction. Dans le troisième cycle, donc ce sera les trois étapes, EX, donc la troisième étape de votre processeur va exécuter la première instruction, ID va décoder la deuxième instruction et IF va chercher la troisième instruction, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est que justement, il faut comprendre qu'il y a une horloge. Et c'est cette horloge-là qui va faire en sorte que ces différentes étapes de votre processeur s'exécutent d'une manière, si vous voulez, parallèle. D'accord? Donc il y a le concept d'horloge que vous devez comprendre et que chaque cycle d'horloge, c'est une étape de votre processeur qui s'exécute. Alors maintenant, ce que je viens de dessiner ici, d'accord, c'est ce qu'on appelle un pipeline, d'accord, un pipeline en anglais. Pour votre pipeline, il y a quelque chose qu'on définit, si vous voulez, un peu de terminologie, c'est la partie remplissage du pipeline, la partie là où votre pipeline est plein, et la partie vidage. Alors, la partie remplissage, généralement, ça arrive quand, par exemple, vous allumez votre PC. Quand vous allumez votre PC, le PC initialement est en train, enfin votre processeur initialement ne fait rien du tout. Donc, ensuite, une fois que vous l'allumez, il commence à tourner, donc à exécuter des instructions. Donc, au tout début, votre pipeline est vide. Donc, il commence par la première instruction, ensuite la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc, la première, par exemple, il va faire le IF, donc il n'y a pas une deuxième instruction pour exécuter en même temps. Donc, il va commencer par récupérer la première, IF. Ensuite, au moment où il commence à décoder la première, il va chercher la deuxième. Donc, cette partie-là, c'est la partie en remplissage de votre pipeline. Le processeur n'est pas encore en train de tourner à plein régime. D'accord? Au bout de, par exemple, 5 cycles, normalement, votre processeur doit tourner à plein régime. D'accord? Parce que vous avez toutes les étapes du processeur qui sont en train de faire quelque chose. D'accord? Le WB est en train d'écrire dans le banc de registre pour la première instruction. Le MEM est en train d'écrire ou de lire depuis la mémoire pour la deuxième instruction. L'étape EX est en train d'exécuter la troisième instruction.
l'étape ID est en train de décoder la quatrième et l'étape IF, elle est allée chercher la cinquième instruction. Alors, idéalement, pour que votre processeur tourne à plein régime, il faut qu'il soit tout le temps plein. D'accord? Tout le temps en train de faire les 5 étapes en même temps. On verra plus tard dans le cours que parfois, il arrive que nous cassions cette étape-là et on recommence par le remplissage. D'accord? Encore une fois, on verra ça plus tard dans le cours. Mais sinon, idéalement, il faut que tout le temps, le processeur soit en mode plein. Donc, les 5 étapes de votre processeur sont en train de s'exécuter en même temps. Au moment où vous commencez, par exemple, vous demandez à votre ordinateur de s'éteindre, ben, la même chose, le processeur commence à vider, si vous voulez, les instructions depuis son pipeline. Donc, on arrête la première, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Alors maintenant, point de vue calcul, point de vue temps de calcul, si vous voulez. Quand on a exécuté ces instructions en mode séquentiel, ben, normalement, c'est simple. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Si les 5 étapes prennent 5 cycles, donc si nous avons une instruction en mode séquentiel, ça fait 1 fois 5 cycles. Donc le temps total en exécution en séquentiel, ça fait 1 fois 5 cycles, le temps d'exécution. Maintenant, si on calcule en mode pipeline, et encore une fois, dans le cas où c'est idéal, ça veut dire que votre pipeline sera toujours temps plein à ce niveau-là. Si vous exécutez une instruction, donc ça sera les 4 instructions, les 4 cycles nécessaires pour le remplissage, d'accord? Ensuite, vous avez un cycle par instruction. Un cycle par instruction, le total, ça fera 4 cycles plus un cycle. Alors, la comparaison entre les deux temps de calcul, c'est simple. Ici, vous avez 5n, 5 fois n. Ici, vous avez n plus 4. Donc, c'est clair que cette partie-là, c'est quasiment, d'accord, quasiment un cinquième de ce temps de calcul du séquentiel. Ça veut dire, dans un sens, vous avez accéléré l'exécution de votre programme 5 fois. Idéalement, c'est presque 5 fois, à cause de ce 4-là, d'accord? Alors maintenant, ça, c'est l'idée du pipeline. Le problème avec cette idée-là, au fait, c'est quand vous exécutez, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire en parallèle. Donc, si vous vous souvenez dans le cours de la dernière fois, quand on a fait l'instruction BEC, on a vu qu'on ne peut pas utiliser l'UAL en même temps pour comparer les deux registres et additionner la constante à l'adresse de saut. Et on était obligé d'ajouter un additionneur, d'accord? Pour faire en même temps la comparaison entre les registres et calculer l'adresse de saut, quand on a fait l'instruction BEC dans le cours de la dernière fois. Donc, on était obligé d'ajouter du matériel. La même chose, par exemple, quand on a besoin de calculer le PC pour l'instruction fetch et d'exécuter l'instruction dans l'UL. Peut-être que vous ne vous êtes même pas demandé la dernière fois, c'est pourquoi nous avions un additionneur spécial par exemple, pour l'addition du PC. On utilisait un additionneur pour le PC, on n'utilisait pas l'UAL. Pour la simple raison, parce que justement, l'UAL peut être en train de calculer quelque chose qu'on a récupéré depuis les registres, par exemple, et on veut en même temps incrémenter notre PC. On ne peut pas utiliser en même temps l'UAL pour, par exemple, comparer deux registres et incrémenter le PC pour, par exemple, accéder à la prochaine instruction. Et à cause de cela, on est obligé d'avoir un deuxième additionneur utilisé spécialement pour incrémenter le PC. Donc, parfois, quand on a deux opérations qu'on veut qu'elles s'exécutent en même temps, on est obligé d'ajouter du matériel, du hardware, d'accord? On ne peut pas utiliser, par exemple, l'UL qui contient un additionneur en même temps pour incrémenter le PC et comparer des registres et incrémenter la constante, par exemple, pour des instructions de branchement. On ne peut pas faire cela. Et à cause de cela, on a besoin d'avoir tout simplement des additionneurs en plus.
La même chose pour la mémoire. Alors, si vous vous souvenez, la dernière fois, encore une fois, je vous ai dit qu'on suppose que votre mémoire est partagée en deux. Je vous ai dit que réellement, physiquement, la mémoire RAM, elle est unique. Il y a une seule mémoire, d'accord? Et c'est cette mémoire-là qui contient en même temps le code que vous exécutez et en même temps les données que vous voulez récupérer ou écrire dedans. Alors, quand vous faites instruction fetch et vous faites accès à la mémoire, ici en vert, d'accord? Instruction fetch, ça veut dire que vous allez lire quelque chose depuis la mémoire. Ici, c'est une instruction, mais ça reste toujours quelque chose qui est dans la mémoire. Et ici, vous avez même. Même, ça veut dire que vous allez écrire ou lire aussi dans la mémoire, ce qui est une donnée. Alors, la mémoire, elle, physiquement, c'est une seule entité en réalité. Ce n'est pas deux mémoires différentes. D'accord? Le problème ici, c'est que vous êtes en train de faire un accès simultané en même temps pour lire une instruction et pour lire ou écrire une donnée dans la mémoire en même temps. Vous voulez faire deux opérations en même temps. D'accord? Et ça aussi, en réalité, ce n'est pas possible. Il faut gérer cela d'une certaine manière. D'accord? Dans le cas ici pour la mémoire, pour l'instruction, pour lire les instructions depuis la mémoire ou accéder à la mémoire pour des données, dans ce cas-là, en fait, on utilise ce qu'on appelle des mémoires tampons. Plus tard, on verra cela plus tard, mais je ne pense pas qu'on va. euh, enfin, j'aurais espéré, mais ça sera beaucoup plus avec les mémoires cache. D'accord? Donc, si on a le temps, on en parlera, mais sinon, comprenez seulement, c'est grâce à l'utilisation des mémoires cache qui va nous permettre justement de séparer une mémoire spécifique pour les instructions, donc une mémoire cache utilisée seulement pour les instructions, et une mémoire cache qui est utilisée seulement pour les mémoires données. Encore une fois, si on a le temps, on en parlera quand on parlera des mémoires caches, dans les cours des mémoires caches. Mais sinon, tiens, comme la règle, ce n'est pas de ma faute. Donc, voilà, vous avez donc compris que parfois, la première chose qu'on doit faire dans notre circuit, c'est d'ajouter des composants. Des composants parce que parfois, on est obligé de faire deux choses en même temps. D'accord? L'autre chose que nous voulons faire, c'est que je vous ai dit que chaque cycle d'horloge exécute les 5 étapes en même temps. Donc maintenant, entre ce cycle-là, par exemple le 5 et le 4, il faut que nous arrivions à les séparer. D'accord? Pour séparer, pour dire que à l'étape 4, je suis en train de faire le même, et exec et id et if, par exemple. Et à l'étape 5, je suis en train de faire WP, même, exec, id et if. D'accord? Et ça, c'est justement, ça sera grâce plus ou moins à l'horloge. Mais aussi à autre chose qu'on va ajouter. Mais avant cela, encore une fois, je reviens au linge. Je reviens au linge parce que c'est plus simple de comprendre le concept de cette façon-là. Ensuite, on essaie de l'appliquer à l'architecture des ordinateurs. Quand vous faites votre lavage, séchage et repassage, donc c'est trois opérations que vous êtes en train d'essayer de faire en même temps, d'accord? Pour plusieurs piles de linge, d'accord? Particulièrement, par exemple, si vous êtes un dégraissage ou enfin ceux qui font le lavage sec ou par exemple si vous faites le lavomatique un étudiant dans une résidence universitaire. Donc, quand vous faites ceci, donc si vous voulez paralléliser ou dans un sens être plus efficace, quand vous enlevez votre linge à partir du lavage et vous voulez le mettre dans le sèche-linge, donc le séchage ici, et vous avez quelque chose qui est aussi à l'intérieur, donc, et vous n'avez que deux mains, d'accord? Vous n'allez pas en même temps avec les deux mains enlever le linge qui est ici et garder vos deux mains qui contiennent ce linge-là et aller dans le sèche-linge et le mettre à l'intérieur et en même temps avec ces deux mains-là récupérer le linge qui est à l'intérieur du sèche-linge pour le mettre pardon, sur la table de repassage. Vous n'avez que deux mains, donc vous ne pouvez pas faire cela avec vos mains. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous allez mettre des paniers, ok? Des paniers entre le lave-linge et le sèche-linge, et un autre panier entre le sèche-linge
et la table de repassage. Donc, au moment où le lavage est fini de laver la troisième pile et en même temps le sèche-linge est fini de faire le séchage de la deuxième pile, vous allez sortir en même temps le contenu du lave-linge et vous le mettez dans le panier, et en même temps le contenu du sèche-linge et vous le mettez dans un autre panier. Donc, ce sont deux paniers différents pour deux choses différentes. D'accord? Ce n'est pas le contenu du lavage qui va être mélangé avec le contenu du séchage. Vous n'allez pas faire cela. Donc, vous allez utiliser deux paniers différents. Ce que vous avez ici sur la table de repassage, tout simplement, est envoyé vers votre armoire. Vous allez tout simplement le ranger dans votre armoire. Vous avez fini avec cette pile-là. Donc, vous passez donc avec des paniers. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous prenez ce panier-là. Maintenant, votre sèche-linge, dans un sens, est vide. Vous prenez ce panier-là, vous le mettez à l'intérieur du sèche-linge, et ce panier-là, vous allez tout simplement le mettre sur la table de repassage. D'accord? Donc, c'est grâce à l'utilisation de ces paniers-là que vous allez être plus efficace. Donc, en réalité, vous allez être dans un sens d'une manière automatique. D'accord? Donc, on va faire la même chose avec notre circuit. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des paniers entre les différentes étapes de notre circuit du processeur. Donc, on va mettre un panier ici, un autre là, et un autre ici, un autre ici, et un autre là. D'accord? En réalité, donc, ça va être dans ce sens-là. Encore une fois, les dessins que vous voyez en dessous, ce n'est pas plusieurs étages physiques, d'accord? C'est pour vous expliquer que voilà comment votre processeur est pour cette instruction-là. Mais en réalité, votre processeur, il n'y a que cette partie-là, d'accord? Il n'y a qu'un seul processeur dans votre machine. Donc, on ne va pas parler pour les machines qui contiennent plusieurs processeurs. Encore, c'est quelque chose un cours très avancé par rapport à vous. Donc, pour nous, nous avons un seul processeur. Donc, nous avons les 5 étapes, IF, ID, EX, MEM et WB. Entre ces 5 étapes, nous avons mis 4 paniers. Ces paniers-là, au fait, si vous voulez, c'est une sorte de mémoire, donc une zone tampon, d'accord, qui va contenir le résultat de IF pour le premier panier, le résultat de ID pour le deuxième panier, le résultat de EX pour le troisième panier et le résultat de MEM pour le quatrième panier. Ensuite, quand on récupère, ID va récupérer depuis ce panier-là, EX par rapport à ce panier, MEM par rapport à ce panier et write back par rapport à ce panier. Alors, maintenant, cette récupération, écriture et lecture depuis ces paniers-là, en réalité, elle ne va pas se faire d'une manière instantanée. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire, par exemple, en une fraction de seconde. Ce n'est pas quelque chose de tic, ce n'est pas vraiment instantané, c'est grâce à une horloge, en réalité. Comme votre processeur fonctionne avec une horloge a forcément une période. D'accord? Une période, c'est un laps de temps. Dans cette période-là, au fait, quand la période commence à monter, donc ce qu'on appelle le front montant, votre composant commence à écrire dans le registre, par exemple, entre ID et EX, pour cette étape-là, d'accord? Pour ID, quand le front montant commence, il va commencer à écrire dans ce registre. Par exemple, pour IF, quand le front montant commence, il va commencer à écrire dans ce registre. Et ainsi de suite pour les autres. Et quand le front descend, donc le front descendant de votre horloge commence, ID va commencer, par exemple, à lire depuis ce registre. EX va commencer à lire depuis ce registre, et ainsi de suite. Donc, vos paniers sont en réalité des registres. Alors, ces registres-là, ce n'est pas les registres que vous avez dans votre banque de registres. Vous avez dans votre banque de registres les 32 registres que vous avez compris, ceux que vous utilisez quand vous programmez, par exemple SP, LT0 et ainsi de suite. Ici, ces mémoires-là, en réalité, c'est aussi des registres, mais ce ne sont pas des registres dans un sens programmable que vous accédez avec votre programme. C'est des registres hardware à l'intérieur de votre processeur
qui sont utilisés comme une sorte de panier entre les différentes étapes de votre processeur. D'accord? Alors, maintenant, pour le registre, encore une fois, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, vous avez un registre qui est cadencé avec une horloge, et cette horloge-là a une période. Donc, quand il y a une donnée qui arrive à ce niveau-là, donc dans la première partie de la période, il y a l'écriture de la donnée dans le registre, et dans la deuxième partie de la période, vous avez la donnée qui va être, dans un sens, disponible en lecture. Donc, en une seule période, vous avez en même temps la partie, donc l'écriture et la lecture. D'accord? Donc, le registre, en une seule période, va faire en sorte que la donnée qui est ici soit disponible pour la lecture. Donc, vous n'avez pas besoin de deux cycles d'horloge, l'un pour lire et l'autre pour écrire. Non, vous avez un seul cycle. La moitié de la période, ça sera utilisé pour l'écriture et l'autre moitié, ça sera dans un sens utilisé pour rendre la donnée dans le registre disponible pour la lecture si par exemple nous avons une instruction de lecture. Donc, ça, c'est par rapport à votre registre, comment il fonctionne. Donc, encore une fois, voici une nouvelle valeur 47. Donc, ici, entre les deux étapes, si vous voulez bien comprendre, c'est ces deux données qui vont être dans un sens disponibles en même temps. Regardez bien. Ici, à la sortie, vous avez de l'instruction précédente, vous avez la valeur 10 qui est disponible à ce niveau. D'accord? Quand la valeur 47 arrive, donc nous avons la valeur 47 qui va arriver. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, dans la première partie de l'horloge, vous allez commencer à écrire 47 dans le registre. L'écriture 47, donc ça veut dire que le registre, il va contenir 47 en lecture et il va contenir 10 en sortie, pardon, d'accord, dans la même période. Donc, vous avez 47 qui va commencer à être écrite dans le registre et 10 est toujours disponible, mais 10 ne sera écrasé que après avoir passé la deuxième période de votre horloge. Tout cela pour vous expliquer que l'écriture dans le registre et la lecture depuis le registre ne se fait pas d'une manière instantanée, mais se fait à la partie montante de l'horloge, donc la première période, et la partie descendante de votre horloge, donc la deuxième période. D'accord? Et c'est cela, en fait, en réalité, qui va faire que nous allons pouvoir lire des données et écrire des données dans la même période d'horloge entre les différents registres. D'accord? Donc ici, vous avez compris, jusqu'à maintenant, je vous ai expliqué par rapport à LW où j'ai utilisé IF, ID, EX, MEM et W2. Donc les 5 étapes. Et je vous ai expliqué au tout début de ce cours que pas toutes les instructions utilisent les mêmes, enfin toutes les étapes. Donc il y a des instructions qui vont utiliser que 4 étapes, par exemple comme add, elle va utiliser IF, ID, EX et WB. Il n'y a pas de même. La même chose pour sub. LW, elle va utiliser les 5 étapes. OR, elle va utiliser les 4. Et LW aussi les 5. Alors, normalement, ici, vous devez voir qu'il y a un problème. D'accord? Nous avons un problème parce que nous avons deux instructions qui vont utiliser le même circuit en même temps. Donc, la même partie de votre processeur. Donc, votre processeur, il contient 5 étapes, 5 étages, si vous voulez. Et vous avez deux instructions qui vont utiliser le même étage en même temps. D'accord? L'instruction numéro 3 et l'instruction numéro 4 veulent utiliser la partie écriture dans le banc de registre en même temps. Et ça, au fait, ça cause un conflit. D'accord? Ça cause un conflit et on veut éviter ce conflit-là. Alors, pour éviter ce conflit-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait le pipelining, on force que toutes les instructions s'exécutent toujours en 5 étapes. Toujours. Donc, même si, par exemple, prenons l'instruction add, elle a besoin de IF, ID, EX et WB. Elle n'a pas besoin de même. Par contre,
comme elle n'a pas besoin d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre tout simplement les résultats qui sont dans ce registre et on va les copier directement dans ce registre. Cette copie-là, on n'a pas exécuté quelque chose de spécifique, on n'a pas fait quelque chose qui est en relation directe avec l'étage même. La partie accès à la mémoire, on n'a rien fait avec. On a laissé tel quel, on ne la touche pas. D'accord? Mais le fait juste de copier le résultat de EX à ce niveau, donc dans ce registre, vers ce registre, on appelle cela un NOP. Un NOP, ça veut dire c'est une no operation. Donc, on n'a pas fait d'opération spéciale. D'accord? La même chose pour le deuxième. Encore une fois, on n'exécute pas la même en réalité, mais qu'est-ce qu'on fait? On copie tout simplement la sortie de EX, donc de ce registre, vers ce registre. Donc, ça sera un no. Mais ça nous assure que cette partie-là s'est exécutée en 5 étapes. La deuxième instruction s'est exécutée en 5 étapes. La même chose pour la troisième, la même chose pour la quatrième, et ainsi de suite. Maintenant, si on force que toutes les instructions s'exécutent en 5 étapes, à ce moment-là, on n'a plus le problème d'accès ou de conflit d'accès au même étage de notre pipeline. Donc, par exemple, pour l'instruction 3 et 4, l'instruction 3, elle va utiliser le WB, le write back, parce qu'elle en a besoin, d'accord? Par contre, l'instruction 4, elle ne va rien faire. Dans un sens, elle ne va pas accéder aux banques de registre, elle va attendre. Le résultat de EX, ici, va être copié à ce registre-là, mais il n'a pas encore été écrit dans le banque de registres. Donc, ces registres-là, c'est différent. C'est des registres spéciaux, encore une fois. D'accord? Et c'est ces no operations, c'est ce fait que j'évite d'écrire, ou enfin de manipuler les différentes étapes de notre pipeline qu'on appelle tout simplement no operation. Encore une fois, donc ça, c'est des concepts un peu difficiles pour vous. Donc, je vous conseille de revoir cela à tête reposée après le cours. D'accord? Donc, je continue. Ici, je vous ai expliqué que chaque étage va contenir quelque chose et ensuite, elle va passer ses résultats dans des registres vers le prochain étage. Alors maintenant, qu'est-ce que vous passez en réalité? IF, c'est très simple. IF, c'est une étape qui va récupérer une instruction. Donc, vous allez me dire que c'est l'instruction qui va être passée au décodeur à travers ce registre-là. OK, il n'y a que IF, c'est bon. ID maintenant. ID, quand on fait ID, donc on fait le décodage de l'instruction. Donc, il y a tous les signaux de contrôle qu'on va découvrir à cette étape-là de l'exécution. D'accord? Et nous avons les registres qu'on va lire et nous avons l'extension de signes. Donc, il y a trois choses en même temps qu'on est en train de faire de ID que nous voulons passer à EX. D'accord? Au moment où on fait le décodage des instructions, donc ce sera les signaux de contrôle, nous avons les résultats du banque de registre et nous avons l'extension de signes. Donc, trois choses que nous devons passer à ce registre-là. Ici, EX, donc vous avez compris, donc il y a la partie EL, il y a aussi d'autres choses. Mais concentrons-nous d'abord sur cette partie, d'accord? La première, ID. Donc, je vous ai dit que à ce niveau-là, on fait le décodage de l'instruction. Donc, le décodage, c'est grâce à l'instruction, l'opcode et le champ fonction. On va avoir tous les signaux de décodage pour l'exécution de toutes les étapes de notre processeur. Alors maintenant, les étapes. Nous avons regdest qui est utilisé quand on écrit dans le banc de registre. Donc ça, c'est utilisé pendant le write back. Le regwrite, la même chose, c'est utilisé pendant le write back. C'est quand on écrit dans le banc de registre. Ici, à l'USource, c'est utilisé quand on accède à l'URL, donc c'est dans la partie execute, donc c'est la troisième étape du processeur. Le même write et le même read, ce sont des signaux qui sont utilisés quand on accède à la mémoire de données, donc c'est dans la partie quatrième étape. Le même toReg,
Ça, par contre, c'est quand on envoie la donnée depuis la mémoire vers le banc de registre, donc c'est la 5e étape. Et ALU-HOP, c'est quand on choisit l'opération de l'UAL, et ça, c'est quand on fait la 3e étape, l'exécution. Donc, vous avez compris que ces signaux-là ne sont pas tous utilisés en même temps pour une seule instruction. D'accord? Pour une seule instruction, vous avez des signaux qui vont être utilisés pendant l'étape exécution, donc ALU-source, ALU-HOP et regdes, par exemple. Vous avez des signaux qui vont être utilisés pendant l'étape même, donc memRead, memWrite et isBack, si c'est une instruction de comparaison. Et vous avez des signaux qui vont être utilisés pendant le write-back, donc la dernière étape, pour les instructions qui écrivent dans le banc de registre. Donc, une seule instruction a besoin de plusieurs signaux, mais ces signaux-là sont utilisés à des temps différents. Ils ne sont pas utilisés en même temps. Donc, donc plusieurs signaux qui vont sortir de votre décodeur, qui vont être utilisés à des temps différents. Des signaux qui vont être utilisés pendant le write-back, quand on écrit, des signaux qui vont être utilisés pendant l'accès à la mémoire de données, et des signaux qui vont être utilisés pendant l'étape exécution de l'URL. Alors maintenant, ce que je viens de faire, c'est de réorganiser notre chemin de données de la dernière fois. Je l'ai réorganisé de cette façon. D'accord? J'ai pu cadencer un peu mon chemin pour qu'il contienne en même temps le branchement, le décodeur et les autres étapes. Donc, c'est quasiment le même circuit que la dernière fois. Sauf que je l'ai réorganisé un peu pour qu'on puisse justement mettre nos différents paniers dans ce nouveau circuit. Alors, nos paniers, vous avez compris, donc normalement, j'ai l'étape IF, l'étape décodage, l'étape exécution, l'étape même et l'étape write-back. Nous avons 5 étapes, nous avons besoin de 4 paniers. D'accord? Ces paniers-là, en fait, c'est des registres, c'est des mémoires. Le premier panier que j'appelle panier IF-ID pour dire que c'est le registre entre l'étape IF et l'étape décodage. Le deuxième panier pour registre, c'est pour être entre l'étape décodage et l'étape exécution. Le troisième panier, ce sera entre l'étape exécution et l'étape même. Et le dernier panier, entre l'étape même et le write-back. Pour le premier, vous avez vu que je donne l'instruction à ce panier-là pour la prochaine étape. Mais en même temps, je donne aussi le PC incrémenté. D'accord? Alors, pourquoi je donne aussi le PC incrémenté? Par exemple, pour l'instruction de branchement. L'instruction de branchement, je ne vais pas savoir si c'est une instruction de branchement qu'au moment du décodage. Je ne vais pas savoir que je suis en train de faire l'instruction de branchement à ce niveau. D'accord? Donc, si je vais comprendre que c'est une instruction de branchement a besoin de l'adresse de saut. Et l'adresse de saut, elle est calculée à partir du PC, d'accord, incrémenté. Donc, on a besoin de cette adresse de saut communiquée entre IF et ID à ce niveau-là pour que quand on fait le décodage, si on comprend que c'est une instruction de saut, on va pouvoir utiliser le résultat. D'accord? Donc, on a deux choses qu'on communique à partir de IF. Donc, vous avez le registre, enfin, vous avez la donnée d'instruction qu'on va décoder, qu'on va exécuter, et vous avez le PC incrémenté. Donc, deux informations. À l'étape décodage, donc vous avez l'instruction qui va être dans un sens splittée, une partie pour le décodeur, donc le champ opcode et la fonction, et les autres parties pour le choix des registres, donc comme pour la dernière fois, d'accord? La partie extension, enfin pour votre immédiat, pour les instructions qui utilisent un immédiat, par exemple add ILW, SW, ainsi de suite. Donc, votre instruction va être, dans un sens, découpée et utilisée dans le décodage. Une partie pour la lecture du banc de registre, une partie pour l'extension de l'immédiat pour l'utilisation plus tard, une partie du décodage.
quand vous décodez, donc je vous ai dit, vous avez plusieurs signaux. Des signaux qui vont être utilisés au moment du write back, quand on écrit dans le banc de registre, des signaux qui vont être utilisés quand on accède à la mémoire, et des signaux qui vont être utilisés pendant l'exécution. Alors maintenant, ces signaux-là, vous n'allez pas les brancher directement. Par exemple, le même Touareg, vous n'allez pas sortir un fil à partir d'ici et le brancher directement à ce niveau-là. Vous n'allez pas faire cela. Parce que si vous faites cela, en réalité, vous êtes en train de sauter du décodeur au write back directement. Vous n'êtes pas en train de faire votre NOP. D'accord? Ici. Pour que vous gardiez l'exécution IF, ID, EX, MEM et write back, il faut que vous gardiez le concept de NOP dans votre pipeline. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Les write back, les signaux de write back, vous allez tout simplement les copier à ce niveau. Les signaux de MEM, vous allez les copier ici, et les signaux de EX, vous allez les copier ici. Pourquoi? À ce niveau, pour ce décodage, vous n'avez besoin d'aucun signal. D'accord? Sauf que c'est seulement le reg write. Mais le reg write, celui-là, vous n'allez pas l'utiliser que pendant la 5e étape, le write back. Donc en réalité, vous n'allez pas me faire un branchement write back directement ici. Non, vous allez copier le write back ici. Ensuite, vous allez le copier ici. Ensuite, vous allez le copier ici. Ensuite, à partir de là, vous allez sortir ce signal et vous allez le brancher dans votre reg write. D'accord? Donc, ça sera un peu comme ceci. La même chose pour le MEM. Donc, pour les signaux, pour l'étape MEM, vous allez les copier à ce niveau-là. Ensuite, vous allez les copier pour le deuxième. Ensuite, quand vous allez en avoir besoin pour le même write et le même read, vous allez les utiliser dans l'étape qu'il faut. Donc, quand vous propagez vos données, vous êtes en train de propager en même temps l'instruction décodée et les signaux pour l'exécution de cette instruction. D'accord? Donc, plus tard, dans la séance de TD, Inch'Allah, on va continuer avec ce cours, parce que le TD, Talium, normalement, dépend de ce cours et du cours dernier. Donc, vous n'allez pas pouvoir le faire avant qu'on ait fini avec ce cours-là. Donc, le cours, Inch'Allah, on va le continuer dans la séance de TD plus tard, où, normalement, il me reste 10 diapositives. Et après cela, donc, si on a le temps, on continue avec une partie du TD. Sinon, on laissera le TD pour une prochaine séance, Inch'Allah. Donc, je vais m'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah, et on continue plus tard. D'accord, monsieur.